Avec cette quête vers la durabilité pour l'emballage, on a vu que l'économie circulaire repose sur plusieurs stratégies afin de réduire et d'optimiser la consommation de ressources. Et parmi celles-ci, l'éco-conception y occupe une place importante. Pourquoi? Parce que la plupart des impacts environnementaux d'un produit se décident dès la phase de conception. Mais concrètement, comment intégrer l'éco-conception dans le secteur de l'emballage? Évidemment, l'éco-conception ne s'arrête pas qu'à la fabrication même de l'emballage, mais aussi quand on fait le choix de comment on emballe un produit. Et c'est une expertise qu'Éco-entreprise Québec a développée et vulgarisée pour le secteur de l'emballage. Alors, Geneviève Dionne, je suis directrice principale de l'éco-conception, l'éco-modulation et la tarification chez Éco-entreprise Québec. On représente les producteurs dans la responsabilité de financer le système de collecte sélective, donc dans la responsabilité pour la gestion en fin de vie utile des emballages. L'éco-conception, en fait, c'est une démarche pour concevoir un produit, un emballage ou un service, mais une démarche dans laquelle on va ajouter le filtre de la question environnementale. Donc, c'est quoi l'empreinte environnementale de l'emballage que j'ai besoin de concevoir, que j'ai besoin de mettre en marché pour protéger mon produit? Donc, je vais me poser des questions dès la table à dessin, à savoir, est-ce que je peux intégrer du contenu recyclé? Est-ce que je peux réduire la masse ou le volume de mon emballage? Est-ce que j'ai les meilleurs matériaux pour la protection du produit? La mise en marché au niveau du transport, est-ce que je peux optimiser la logistique? Et évidemment, un emballage a souvent une durée de vie assez courte. Donc, est-ce que mon emballage peut être récupéré, trié et recyclé pour lui donner une deuxième vie? On a vu dans le dernier épisode que l'emballage, c'est une matière. Une matière qui va remplir ses fonctions de protection, de logistique et de communication d'abord et avant tout, mais une matière qui devra être collectée et triée après usage pour lui donner une deuxième vie. Mais il y a des défis au tri des matières que l'éco-conception doit tenir en compte. La durée de vie d'un emballage est relativement courte, souvent à usage unique également. Fait que ce matériau-là, on en génère une quantité importante qu'on veut être en mesure de récupérer, de trier et pour lesquels, ces matériaux-là, on veut donner une seconde vie. Donc, c'est sûr qu'à chaque fois qu'on va amalgamer, donc combiner des matériaux qu'on ne peut pas séparer, c'est là qu'on va amener des défis au niveau de la recyclabilité. Je vais te donner des exemples pour que ce soit plus parlant. La boîte de céréales. Quand on achète des céréales, on a un sachet souple de HDPE à l'intérieur, puis on a une boîte de carton plat. Ces matériaux-là, on peut les séparer. Donc, ce qu'on recommande, puis c'est ça qu'on va dire aux citoyens, sort le sachet de la boîte. Donc, des matériaux qui sont différents, qu'on peut séparer. Déjà là, on amène un potentiel de recyclabilité plus élevé. Si on est incapable de les séparer, bien, chez qui je vais envoyer la matière? Chez le conditionneur d'aluminium, chez le conditionneur de carton, chez le conditionneur de plastique, puis chacun va devoir gérer finalement un contaminant ou un résidu qui n'a pas de valeur. Le maillon du conditionneur et du recycleur, qui sont les derniers maillons de la chaîne de la collecte sélective, doivent être en mesure de connecter avec ceux qui vont acheter cette matière conditionnée-là, ceux qui vont être capables de fabriquer des composants d'emballage ou l'emballage tout entier. Donc, qui dit contenu recyclé pour réduire l'empreinte environnementale dit nécessairement un emballage qui est recyclable. L'éco-conception, c'est un processus d'amélioration continue et chez certains fabricants d'emballage, comme c'est le cas chez Tilton, ce sont des départements complets qui s'y penchent. Moi, c'est Rosalie, je suis chef du département de design et développement de produits ici chez Tilton. Il faut savoir que le rôle de l'équipe de design ici, c'est vraiment d'allier performance puis efficience, c'est-à-dire qu'on veut faire les meilleurs produits qui répondent au plus de critères pour leur contenu, puis comment ils vont être transportés du point A au point B, avec le moins de ressources possible. Ici, on a la chance d'avoir des designers qui ont tous suivi une formation en design qui intégrait toutes les bonnes pratiques d'éco-conception à la base de la formation. Donc, c'est vraiment ancré dans la culture de l'équipe de design d'appliquer ces principes-là
Premièrement, tous nos produits sont monomatériaux, donc soit complètement en PET, en CPET, en polypropylène. Aussi, on limite le plus possible les pièces détachables ou les petites pièces parce qu'on veut que 100% du produit soit recyclé à la fin de sa vie. On minimise aussi les couleurs. Le plus possible, on prône la transparence ou les pigments naturels. Une grosse part de notre travail ici aussi, c'est d'optimiser la caisse. À l'équipe de design, chaque contenant qu'on conçoit, on choisit la bonne caisse pour qu'il y ait le moins de vide possible puis qu'on transporte le moins d'air possible. On n'a pas réinventé le contenant, on n'a rien changé, on a juste changé la façon dont on le mettait dans la boîte. Puis ça fait en sorte qu'on fait vraiment des gros gains pour le transport. Donc c'est un exemple de ce qu'on fait ici au département de design. Pour moi, travailler ici, promouvoir l'éco-conception au quotidien, c'est faire ma part pour que les gens changent un peu leur façon de voir les emballages, puis qu'on mette sur le marché le juste emballage, le bon emballage qui a été conçu avec soin pour l'environnement. Le juste emballage. C'est peut-être simplement ça, la quête de emballage mission durable. Comment utiliser la juste matière en juste quantité pour ne pas sur- ou sous-emballer? Ce qu'il faut réussir, c'est d'assurer les fonctions primordiales de l'emballage tout en privilégiant la réduction à la source. Il faut aussi ne pas oublier d'ajouter la matière recyclée post-consommation, prévoir un approvisionnement le plus local et le plus responsable possible et finalement tenir compte du réel potentiel de recyclabilité de la matière choisie. On comprend maintenant les actions concrètes à poser pour que l'emballage que le consommateur rentre les mains soit plus juste. Mais qu'en est-il de celui qu'on voit moins, celui utilisé dans le transport de marchandises? Dans le prochain épisode, on plonge dans l'univers de l'emballage tertiaire et plus précisément de la pellicule étirable.